la plupart d'entre vous le connaissent, hein, par son action, aussi bien sur la région parisienne que sur Lyon. Moi, j'ai en tête sur la prévention spécialisée, la réinsertion, mais il y a peut-être bien d'autres choses. Et je crois que sa parole compte sur le domaine de l'éducation, de la violence, hein, tous ces dernières années. Nous avions eu envie de lui demander une parole à nous porter, mais en demandant à Jean-Marie Petitclerc autour des trois thèmes, des trois postures institutionnelles ou éducatives que nous avons pointées ensemble, de réagir. Pour vous, ce terme de prévention, et en plus pour nous dans la protection de l'enfance, qu'est-ce que ça veut dire et quel chemin pourriez-vous avoir envie de nous montrer ? Le mot de prévention est important pour moi. D'une part, donc, je dirige une association de prévention, l'association Le Val d'Occo, qui a été fondée à Argenteuil, sur le quartier dit de la Dalle, en 1995, et qui gère là-bas un service de prévention générale dans le cadre de la politique de la ville, un service de prévention spécialisé, habilité par le Conseil général du Val d'Oise, et un institut de formation, l'IFMV, l'Institut de formation au métier de la ville. Association qui a ouvert une antenne lyonnaise en 2005 et qui mène quelques actions de prévention sur 2 petites us du 5e arrondissement et qui a repris les activités d'une structure d'insertion par l'économique. Et puis, je me réfère bien sûr à ce pédagogue, Jean Bosco, qui parlait de cette méthode préventive en éducation, disant qu'il y a 2 manières d'éduquer au rapport à la loi. Soit c'est de dissuader l'enfant, si tu prends le mauvais chemin, gare à ce qu'il va t'arriver, la dissuasion, et puis la persuasion. Si tu prends le mauvais chemin, c'est que tu vas y perdre quelque chose. Il est de ton intérêt que tu effectues le bon choix. Méthode qui nécessite effectivement une présence attentive aux côtés de l'enfant, qui nécessite du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de parler de prévention à une époque où certains ont tendance à penser que la seule dissuasion permettrait d'ouvrir des chemins d'éducation. Alors lorsqu'on parle de prévention, je crois qu'on peut le décliner à la fois au participe passé, prévenu, mais surtout au participe présent, prévenant. Il s'agit de développer une posture prévenante, fondée d'abord sur ce regard de bienveillance. Lorsque Philippe Bas était au ministère de la Famille, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de bientraitance. Vous savez, j'aime dire qu'il nous faut sortir aujourd'hui, nous travailleurs sociaux, de cette posture de détecteur de maltraitance pour devenir des adjuvants de bientraitance. Ce qui est terrible dans les quartiers où je travaille, les quartiers sensibles, c'est parfois cette mauvaise image du travailleur social vécu comme celui qui peut retirer l'enfant, celui dont il faut se méfier, celui avec lequel la confiance n'est pas possible. Et combien, me semble-t-il, il nous faut glisser sur cette posture de bientraitance. Regarder avec bienveillance l'enfant, souligner ses réussites, travailler avec la famille. Et il me semble que la prévention, c'est d'abord cette attitude prévenante à l'égard de l'enfant qui grandit, prévenante à l'égard de sa famille, aller au-devant pour effectivement tenter de prévenir les erreurs qui pourraient mettre en péril. Et j'aime ce terme de prévention car il s'agit à la fois de sécuriser et de responsabiliser. Je crois qu'on a trop mis l'accent en France sur le seul volet de la protection, donc la sécurisation dont l'enfant a besoin. Mais il y a aussi un autre volet important dans le chemin éducatif, c'est la responsabilisation. Et vous savez, on représente souvent Jean Bosco, ce pédagogue auquel je me réfère, sur un fil. Il y a une portée symbolique. Et éduquer, c'est toujours une question d'équilibre. Je crois que prévenir, c'est toujours à la fois sécuriser et responsabiliser. Sécuriser car l'enfant a besoin d'être protégé, mais responsabiliser car il ne sera capable de devenir adulte qu'en exerçant des responsabilités. Donc une attitude résolument positive, hein, en pointant ce positif plutôt qu'en stigmatisant seulement les défaillances. Un autre thème est présent fortement dans notre colloque. Peut-être que la fameuse réforme de la protection de l'enfance y insiste moins que le premier, mais c'est celui de l'accompagnement. Posture qui peut-être nous apparaît comme de plus en plus importante, tant
il y a dans nos esprits quelque chose là de l'ordre de la présence de l'adulte et que on a vraiment l'impression que peut-être en ce moment, par trop, un certain nombre de jeunes sont seuls, sans que les adultes soient à leur côté, peut-être un peu timorés ou inquiets de ces jeunes dont il faudrait se protéger. Peut-être que nous, par cette idée d'une insistance sur l'accompagnement, on voudrait bien montrer que c'est dans le faire avec que là se trouve une partie des solutions. Vous partagez ce point de vue? Que signifie pour vous ce mot? Oui, tout à fait. Je crois que ce mot d'accompagnement est celui qui résume le mieux la posture de l'éducateur. Éduquer, je m'appuie sur l'étymologie, ex ducere, c'est conduire hors d'eux. Conduire l'enfant hors de l'état d'enfance vers cet état de sujet capable de s'insérer dans une société d'échange. Et il s'agit donc de l'accompagner sur ce chemin, sur ce passage entre l'âge de l'enfance, infans en latin, celui qui n'est pas doué d'une parole propre, à l'état d'adulte. Mais je crois que l'accompagnement nécessite des étapes préalables. Vous savez, au Val d'Occo, nous parlons de 3 phases. La première phase, c'est l'approche. Et j'ai envie de dire, dans la rue, bien sûr, le premier travail des éducateurs va être de tisser du lien. Mais même dans une institution, c'est pas parce que l'enfant est placé que d'emblée, il est en état d'être accompagné. Car pour être accompagné, encore faut-il le souhaiter. Il s'agit donc d'abord d'approcher l'enfant. Et j'aime souvent me souvenir des conseils donnés par le renard au petit prince. T'approches pas trop vite, trop près, sois régulier, sois fiable, et puis peu à peu va jusqu'à ce point de bonne distance et de bonne proximité, suffisamment proche pour ne jamais être indifférent, suffisamment distant pour ne jamais être indifférencié. L'apprivoisement. Ensuite, il y a l'accroche. Il va falloir bâtir la relation. Et là, je crois qu'il est important d'insister sur le faire avec. Au Val d'Occo, nous allons partager des activités fortes, prendre des risques ensemble. J'aime partager ma passion de la voile ou de la moto, d'autres éducateurs partageront d'autres passions. Mais je crois qu'il y a une certaine dérive parfois dans nos instituts de formation, travailleurs sociaux, où on a de moins en moins insisté sur le faire avec pour insister simplement sur le relire. Non, l'éducateur, c'est celui qui est dans l'action, qui partage l'action. Et ensuite, mettre en place cet accompagnement, marcher à ses côtés, vers ce compagnonnage, vers le moment où le jeune, devenu adulte, pourra être partenaire. Et il y a tout cet itinéraire de sortie de l'enfance où il va falloir finalement accompagner l'enfant dans le deuil de l'enfance. Vous savez, 30 années de métier d'éducateur me montrent que très souvent, les adolescents qui adoptent des conduites symptomatiques dans le registre de la délinquance, de la violence, de la toxicomanie, des conduites à risque, sont toujours des adolescents qui ont du mal à effectuer ce travail de deuil. Deuil de l'enfance, deuil de la toute-puissance enfantine. Combien l'adolescent rêverait que tout se passe comme il le désire. Et il va falloir l'accompagner pour lui permettre de vivre la frustration sans trop d'angoisse. Deuil d'une image idéale de l'adulte. Combien l'adolescent va être déçu par ces adultes qu'il avait placés un peu sur un piédestal de héros pendant l'enfance, et je pense à ses parents, et qu'il va devoir accueillir dans leur réalité. Deuil d'une image idéale de soi. Combien l'adolescent rêverait d'être un peu autre. Et il va falloir qu'il gère l'écart entre l'image qu'il rêverait de donner de lui et l'image que les autres lui renvoient. Et on sait combien l'adolescence ce peut être générateur d'attitudes de repli sur soi ou bien d'attitudes consistant à s'adapter au regard des autres, à vouloir vivre simplement sous le regard des autres. Deuil d'une part de rêve. J'aime dire qu'accompagner l'enfant qui grandit, c'est l'aider à passer du rêve au projet, faire le deuil d'une part de rêve pour négocier l'autre partie avec les contraintes de la réalité. Moi, ce dont les enfants, les adolescents me semblent le plus avoir besoin aujourd'hui, c'est d'adultes qui marchent à leur côté pendant qu'ils effectuent ce travail de deuil. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Celui qui mène le travail, c'est bien le jeune. L'adulte est là pour être à ses côtés, ayant toujours confiance en lui, portant sur lui un regard de confiance. Je crois en toi, tu es capable de grandir, d'espérance. Demain, tu vas réussir. Et puis, d'amour. Car, je crois, il faut avoir le courage de le dire, l'éducation n'est pas d'abord une affaire de technique, mais est sans doute d'abord une affaire de cœur. Merci. Donc vraiment être présent pour permettre de perdre des illusions et de trouver du rêve quand même. C'est pas, c'est très utopique, mais en même temps il y a certains deuils à faire et que nous avons une place là à côté d'eux en fait. Bon, troisième thème que nous avons et que nous allons encore réfléchir et partager dans les pratiques des uns et des autres, celui de la coéducation. Alors, mot peut-être présomptueux, je ne sais pas, pourtant,
il voudrait bien pour nous exprimer, même si ce n'est pas simple, cette exigence d'une cohérence des adultes autour de l'enfant, et notamment des différents adultes éducants, que ce soit les parents d'abord, que ce soit les professionnels, que ce soit ceux de l'éducation nationale, et pourquoi pas de tous les citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu pour vous capital aujourd'hui? Est-ce que ces adultes cohérents se retrouvent aux côtés de l'enfant? Tout à fait. Vous savez, j'aime dire que l'action du Val d'Occo se fonde sur ce concept de médiation famille, école, cité, créer du lien entre tous les adultes qui cheminent aux côtés de l'enfant, car il me semble que le premier droit de l'enfant à l'orée du XXIe siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur des chemins d'éducation. Et bon nombre de travaux que j'ai pu mener sur la violence m'ont permis souvent d'établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant et d'un adolescent et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent. Tout à fait, tout à fait. Et il va donc s'agir de bâtir l'alliance éducative. Vous savez, à une époque où la culture de l'entre-jeune devient de plus en plus prégnante, il me semble que c'est une des évolutions aujourd'hui. À toutes les époques, les ados avaient des capacités d'établir des codes leur permettant de communiquer entre eux sans être compris des adultes. Mais lorsqu'ils fréquentaient les institutions gérées par les adultes, ils s'alignaient sur les codes adultes. Aujourd'hui, je commence à voir des ados qui parlent à leurs parents comme à leurs copains. Je vois des profs en ZEP qui sont les seuls à parler français, tous les autres parlent banlieue. Donc on a une prégnance de cette culture des jeunes qui a tendance parfois à phagocyter l'institution éducative et à renvoyer la famille à la marge. Combien il est important que les adultes restent cohérents. Donc l'urgent, je crois, c'est de bâtir l'alliance éducative. Et il s'agit d'inventer d'autres manières de travailler avec les parents. Vous savez, on parle beaucoup de parents démissionnaires. Moi, je m'élève en faux contre ce discours qui me paraît à la fois facile et erroné. Je rencontre énormément de parents en difficulté avec leurs enfants, j'en rencontre très peu qui démissionnent. Ça peut exister dans certains cas. Démissionner, ce serait savoir ce qu'il faut faire et ne pas avoir le courage de le mettre en œuvre. Moi, je rencontre beaucoup de parents en grande difficulté. Et très souvent, ces parents que l'on juge démissionnaires ont très souvent été désimpliqués. Regardez l'éducation nationale. Pendant 20 ans, le discours d'éducation nationale qui a changé un petit peu le mode de transmission du savoir. Nous parlions de sujets verbes compléments, eux se sont mis à parler de groupe nominal, de groupe verbal. On n'a pas vraiment vu le résultat en termes d'efficacité. Et tout le discours était de dire aux parents, ne vous en occupez pas, si vous en occupez, vous allez les embrouiller. Et maintenant que l'école n'arrive plus à faire face à la violence, on se retourne contre ces mêmes parents en disant que voulez-vous qu'on fasse puisque vous ne les accompagnez pas. Mais c'est vrai aussi dans le travail social, je crois qu'il nous faut faire de temps en temps notre mea culpa. Vous savez, je rencontrais comme ça un père de famille, son fils avait commis des actes de violence graves. Le père ne s'était rendu ni à la convocation du proviseur, ni à la convocation du juge. Et j'allais voir ce père, parce que tout le monde le qualifiait de démissionnaire, et lui de me dire, mais vous savez, lorsqu'il était jeune, une fois je lui ai mis une trempe. Oh, j'aurais pas dû taper aussi fort. Mais une assistante sociale est venue, en me disant, la prochaine fois c'est le tribunal. Alors maintenant je vous regarde faire, Et avec un peu de sourire, il me disait, ils en ont du mal, vos éducateurs, avec mon gosse, ils se disent professionnels. C'est pas de la démission, c'est du retrait. Et ce père s'est retiré parce que nous, travailleurs sociaux, l'y avons un peu contraint. Donc combien il me paraît important, surtout dans nos maisons d'enfants à caractère social, de travailler ensemble, que la mise à distance soit pas l'exclusion de l'enfant du cercle familial, mais soit au contraire la prévention permettant l'abaissement des tensions et permettant le retour. J'ai travaillé 10 années comme directeur d'un foyer d'adolescents et je me suis rendu compte que nous étions efficients dans l'accompagnement éducatif lorsque nous étions capables de conjuguer un accompagnement de l'enfant dans les murs d'institution avec un accompagnement de la place laissée vide au sein de la famille. Voilà, il me semble là vraiment très important que l'on restaure ces parents de l'autorité parentale. La plupart des enfants qui nous sont confiés restent sous l'autorité parentale des parents. Les équipes éducatives n'ont qu'un droit de garde. Mais combien je vois encore aujourd'hui des équipes qui se substituent à l'autorité parentale. Moi-même, lorsque j'étais directeur de foyer, si je changeais un enfant d'école, si je l'inscrivais dans un centre de vacances, c'était bien sûr avec l'accord de ses parents. Il me fallait continuellement consulter les parents. Même pour choisir pour un jeune enfant ses vêtements. Pourquoi ne pas également associer les parents? Mais très souvent, les associations ont parfois pris l'habitude de tout faire. On trust, enfin je veux dire. Et après, on s'étonne effectivement que les parents se distancient, soient moins présents. Donc là, il me semble effectivement que ce mot de coéducation que vous utilisez, j'utilise pour ma part cette alliance éducative, est aujourd'hui une nécessité dans le contexte de notre société tellement morcelée pour que l'enfant puisse prendre ses repères.